sur France Maghreb 2. Happy New Year! Ah non, il va falloir attendre un petit peu. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2. C'est le grand forum, le LGF, jusque 18h pour cette dernière de l'année 2022. J'espère que vous allez bien, on va bien terminer l'année, du moins je l'espère. Avec Enver de Santos qui est avec nous. Comment ça va, mon Enver? Hola todos et todas. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ça va très très bien et vous? Délégué général? Non, territorial de la délégué FEV. territorial de la FEV ou consultant en communication si tu préfères. Tu Ok, peux pas aussi, de ça me problème. gêne pas. Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité, est avec nous. La fraternité pour terminer l'année, c'est pas mal. Bonjour Pierre. Bonjour, mon cher Christophe. Comment ça va? Et en pleine forme. T'as l'air bien. D'habitude. Hein. T'as l'air en pleine forme. Hein. Oui, oui, mais Ouais. pourquoi? Il y a des jours où je ne suis pas en forme lorsque je viens à cette antenne. C'est- Attention à ta réponse. C'est très rare, effectivement. Voilà. Mais comment ne pas être en forme après un 6-1? Hein? 6-1 de quoi? Vous parlez d'un score de tennis, là? Oui. Oh, Ouais. presque. Ouais. Bon, c'est pas le tennis en ce moment. Le mondial Bon, vient de se terminer. bonjour aux auditrices de... Bonjour Pierre. Bonjour aux auditrices de France Maghreb 2. Bonjour Mam. La belle histoire. Comment ça va? Bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien et toi-même? Ben, ça va très bien, mon Mam. Et Mais puis... il a l'air un peu endormi, même. Hein. Moi, je T'inquiète suis pas. sur Du le tout. studio Pas et du tout. je vous assure qu'il a l'air très Attends, endormi. tu vas voir s'il Je sera suis endormi à la fin de l'émission. Très actif. On a une troisième personne qui est avec nous, quatrième personne, Ouais, mais qui n'est Sofiane pas là. Garbaoui. Salut mon Sofiane. Sofiane? Il est où? Et où, Sofiane? Ah bah ça y est, il commence lui. il est dans le virtuel. Il commence déjà. Was passiert? Wer ist Ça Sofiane. Ça commence déjà. Bougez pas, je vais l'appeler. Non, tout de mais suite. bougez pas, bougez pas. Alors, bien évidemment, cette émission va être une émission rétrospective de Ouais. l'ensemble des activités, des informations, des événements de l'année 2022. Oui, parce qu'on est obligé de tout faire ici. Hein. Ah oui, y on compris fait de tout, hein. remplacer Ah Christophe. non, mais- je crois, mais Christophe, franchement, c'est normal. Christophe. Mais de toute façon, les Parisiens, on est toujours obligés de les remplacer. Au Oui. bout d'un moment, ils font Ouais, défaillance. Oui, oui. C'est ce que je vois, là. Je me mets en contact avec monsieur Sofiane Garbaoui. Avec l'au-delà. Voilà, oui, Sofiane. Bonjour. Sofiane, es-tu là? Ah, Bonjour, qu'est-ce que l'au-delà. tu fais, Sofiane? Bonjour, Qu'est-ce que tu Sofiane. fabriques? Alors, Non, mais non, c'est vous qui avez déconnecté. Vous non, l'avez j'ai rien exprès, fait. parce que- Ah, c'est Nadège. Vous voulez- C'est Donc, Nadège. c'est jamais toi. C'est Nadège. Alors, à vous de deviner où se C'est trouve Nadège, Sofiane. vous avez déconnecté parce que vous voulez pas que je participe. Voilà, C'est ça. tout. Hein. Sofiane Garbaoui est quelque part dans le monde. Il n'est pas en France. Il est où d'après vous? Deutschland. Non. Bah, il faut un Ça c'est indice, qui? Ça enfin. c'est Alors donne-nous un c'est qui? indice. C'est Gamel? Non, il n'y a pas Gamal. Il y a Non, Pierre-Henri, c'est pas Gamal. il y a Mab, Et la belle histoire, moi, et il y a j'entends rien dans le Elver de casque. Santos. Bah mets ton casque, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais là, on fait de la Mon radio vieux, ici. mon vieux, Ah oui, toi-même, mon Non, vieux. c'est incroyable Et celui-là. sérieux, les gars, vous n'êtes pas des professionnels comme Ok. Alors, donc, Alors, indice, Sofiane, t'es où? Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. D'accord. Autre chose, parce que ça suffit pas. Ok. T'es au Brésil. Non. Aux îles Qu'est-ce qu'il a Kiribati. dit comme Ouais, et il y a de la bonne clémentine. Il y a de la bonne Ouais, il est au clémentine. Maroc. Non, il n'est pas au Maroc. En Algérie? En Algérie. Bah, Où voilà. exactement, Exactement. Sofiane? À Béjaïa. Ah, Oran. À Oran. Oran. Voilà. Voilà. Pourquoi il y a de la Bonjour, clémentine à Oran? Bah, il y a de la clémentine partout. Ah ben, C'est la saison. C'est la saison des clémentines. La création de N'est-ce pas, Tarek? la clémentine par le père Clément a eu lieu à Mesreguine, qui est à peu près à 15 km d'Oran. D'accord, je ne savais pas. Merci pour C'est là où l'info. on a- Merci, mon Sofiane. Voilà, c'est là où on a des... C'est pour ça qu'elle s'appelle Clémentine, en l'honneur du père Clément. D'accord. Et En donc, après, tu t'étonnes qu'on te dise professeur. voilà, On te professeur. pose une question simple. Tu Ça, réponds c'est en 8 pages. Ça, c'est Pierre-Henri. Comment? Ça, c'est Pierre-Henri, quoi. Ça, c'est Pierre-Henri, le professeur, C'est Pierre-Henri, effectivement. Oui. Ah oui. Voilà, Ouais, donc, oui. comme Et vous tu pouvez... es oranais? Oui, il est oranais, oui. Ah oui. Ouais. Bon. Ça arrive, hein. C'est pas grave, hein. Ah oui, je suis oranais, Pierre. Non, il y a des maladies plus graves que ça. Voilà, absolument, on est bien d'accord. Tarek Mami aussi est avec nous. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, général. Bonjour au plateau. Oui. Bonjour à Sofiane, à qui j'ai écrit hier par hasard. Et les clémentines, c'est en Algérie qu'on a créé, inventé l'orangina. 1880. Exactement. Oui, mais pas la clémentine. Non mais c'est à base de quoi? Commencez Ah pas bah, vous. C'est à base de quoi? tu C'est à, disais- c'est à base de Qu'est-ce fugue. que c'est C'est à base Ouais. de date Il n'y qu'on a pas de fait. clémentine en Tunisie. Tarek. Mais vous n'allez pas terminer l'année comme vous l'avez commencé, parce Il a que raison, je Tarek. dis Tarek, il a orangina, raison. Oui. donc L'orangina, créé il- en Algérie,
C'est comment le slogan original? Ouais, Secouer, c'est que moi. Oui. Vers 1880, après aujourd'hui, c'est une belle boisson française. Et en Tunisie, il n'y a pas d'orangina. passer. Ah bon. Alors, je ne vais pas jouer mon chauvin Oui. et dire oui, il y a aussi en Tunisie. Oui. Par contre, en Tunisie, il y a- on importe en Tunisie. Non, il y a des oranges Oui. particulières. Alors, le nom va me revenir. En fait, c'est importé d'Italie, produit en Tunisie. Et c'est de grosses oranges. Donc il n'y a pas de clémentine en Tunisie. Bon, ça, va falloir qu'on le mais renvoie la au 1er janvier Non, mais 2023 la- pour qu'il retrouve, entre la nuit il du faut- samedi et du dimanche, un peu de bonne foi. Ouais, ce qui est pas garanti. hein. Non, mais il ne faut pas confondre j'espère. mandarine et clémentine. Qu'est-ce qu'il y a, Il ne Sofiane? faut pas confondre mandarine et clémentine. Je dis, il ne faut pas confondre entre mandarine et clémentine. Voilà. Bah oui. Ah, ça, il s'en fout, lui. C'est Ouais. rond, c'est petit, c'est un bon goût, donc ça va. Ouais. Alors, Allez. par contre, est-ce qu'il y a des clémentines ou des mandarines sans Sans pépins. en Algérie? Alors, les clémentines, comme c'est un produit qui a été. C'est un OGM à la base, ben, il n'y a pas de pépins parce que c'est un hybride. Et les hybrides ne contiennent pas de pépins. Vous pouvez m'en commander 10 kilos. Hein. Allez, Sans c'est parti. pépins, On c'est va pas parti. faire l'émission sur les Voilà, clémentines, donc je vous le les dis tout de suite. clémentines- On a du travail. C'est parti. Bienvenue à tous. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Mon cher Mam, toute la semaine, on a rendu hommage et un bon anniversaire à FR3. Je crois qu'on a rendu plus d'ailleurs hommage à cette chaîne que cette chaîne elle-même durant toute sa naissance. Alors, en guise de teaser, mon cher Mam, tout à l'heure, on va aujourd'hui s'intéresser à toute la partie jeux et divertissement de Voilà. FR3. Il y en a Exactement. un paquet, évidemment. Et tu voulais nous faire écouter un petit truc. Alors, vous allez entendre 2 extraits que j'ai voulu vous mettre en bonus dès le début de cette émission pour teaser la partie La Belle Histoire des Génériques tout à l'heure vers 17h40. Et le premier extrait que vous allez entendre, c'est un extrait d'une émission qui s'appelait Télé Caroline, présentée par Caroline Tresca, qui était la jeune première des animatrices de FR3 avec Vincent Perrault, c'est la même époque. Et donc Télé Caroline, qui était réalisée par Gabriel Coteau à l'époque. Et là, vous allez entendre un dialogue tout à fait émouvant avec Francis Huster. C'était en 1992, il y a 30 ans. Et l'autre extrait, en fait, je vous laisse la surprise. C'est Question pour un champion avec Julien Lepers. Je vous laisse On écouter. écoute le premier extrait La d'abord. mer Noire. Francis Huster, écoutez. Qui sont pas là en face de vous, peut-être à la télévision c'est pas la même chose qui passe, mais vous êtes d'aspect physique très sexy, très comme ça, paf, au premier degré, franche, sincère et tout. Et moi, depuis que je vous vois là, depuis le début de l'émission et même avant quand on se maquillait et tout, je sens exactement le contraire chez vous, c'est-à-dire quelque chose de complètement pas désespéré, mais romantique, enfin complètement discret, timide et tout. Alors je vous posais juste une question. Dans l'amour ou les amours que vous avez vécu dans votre vie, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Quelque chose de... Je veux pas vous faire raconter vos histoires d'amour, mais bon, là vous avez les larmes aux yeux, c'est pas du bidon, je sais pas si on le voit à la caméra, mais Non, qu'est-ce que vous attendez vous c'est monstrueux de se faire poser une question sur l'amour. Qu'est-ce Non. que j'attends de quoi Non, ce qui m'a touché, c'est ce que vous avez dit au début. Parce qu'on a toujours un côté derrière, un côté pile, que les gens perçoivent pas toujours. Ça, c'est un extrait, donc évidemment, de Caroline Tresca. Et donc, question pour un champion. Actuellement, les jeunes s'est bougé beaucoup, sorti le maximum du temps du bureau. Donc, je voudrais faire les relations internationales, pas tout à fait dans les bureaux, mais peut-être dans la négoce au niveau international. Voilà. Relations internationales. Oui. 40 secondes et on joue. Oui, oui. C'est parti. Top. Quelle mer communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? Mer? La mer du Nord? Non. Oh non. Sous quel autre nom connaît-on la mer des Caraïbes? La mer... Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non. Quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire. La mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique est reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Excellent. Il a gagné. Excellent.
c'est génial. Il méritait ce point. Il méritait ce point. C'est extraordinaire. Et je pense même que le Perse a rajouté cette mère-là qui n'était pas dans la liste des trois premières. Excellent. Et Mam est en fleurs. C'est exceptionnel. C'était il y a 30 ans, en 93. Et ça reste parmi le must et le must du bêtisier. Tu vois, j'ai pas envie de rire d'un compatriote, et qui n'est pas compatriote d'ailleurs, mais c'est un voisin, mais quand même, quoi. C'est la mer Noire, quoi. La mer Noire pour un homme noir. Il y a 30 ans, Pierre, qu'est-ce que t'étais beau il y a 30 ans, Pierre? Qu'est-ce que j'étais beau? Oh mon Dieu. Mais je le suis toujours. Ah bon? Il y aurait eu... Mais évidemment. C'est la mer Noire. Il y aurait eu CNews à l'époque. On aurait eu une semaine sur la mer Noire, dit par un noir, sur une télé française. Ouais. Bon, dans un instant, beaucoup plus triste, évidemment, on va un petit peu retracer un petit peu ce qui s'est passé cette année. Mais on va commencer évidemment par un hommage à peut-être le plus grand footballeur de tous les temps. Notre grand Pelé international s'en est allé à l'âge de 82 ans hier. Pelé est parti, le Brésil est en deuil, 3 jours de deuil national pour le roi Pelé, l'homme aux 1000 buts, l'homme aux 3 Coupes du Monde, l'homme qui a failli, mon Pierre, signer au PSG en 1970. Tu le savais pas, ça? Oui. Bah oui, je te le dis. Comme quoi déjà le PSG était déjà première époque, dans les grands clubs, évidemment. C'était dès 1970. De quoi? De Borelli? Non, 70, alors j'en sais rien, mais... Qui était le président du PSG? Je crois que c'était Echter, je crois. Daniel Echter. Borelli est arrivé en gros. Il y avait le Matra Racing, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Matra Racing quoi, Sofiane? C'est toi le Matra Racing? Sofiane, 1970, Pelé a failli signer au PSG. Il était pas né. Bah oui, pas né. Restez avec nous dans un instant. Le roi Pelé, on en parle évidemment. Vous allez nous dire évidemment ce que vous pensez, parce que je pense que c'est vrai que quand ce mec jouait au ballon, on avait l'impression qu'il dansait avec ce ballon. Il faisait ce qu'il voulait. Ou le FC se combinait avec qui a le reçu Matra Racing une pour créer le médaille, PSG. comme quoi il est le meilleur joueur du siècle. Oui, peut-être. Peut-être, à tout de suite. On en... Avec nous en direct, avec Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité, avec Edver de Santos, délégué territorial de la FEV, avec Mam, la belle histoire, Tarek Mami, journaliste, et Sofiane Garbaoui, journaliste également, directeur d'agence de presse, avec nous depuis Oran, en Algérie. Quelle est la météo à Oran d'ailleurs, mon Sofiane, aujourd'hui? Alors, très beau soleil. Ouais. 21 degrés. Pas mal. Voilà, il fait très bon. Bon, c'est sympa, et nous ici. Est-ce que Pierre peut nous faire la météo de Paris aujourd'hui, mon Pierre? Eh bien, sur la météo, il y a un fort vent sur Paris. C'est les bourrasques qui nous viennent de la Bretagne. Et puis, il fait doux. Il fait 9, 10 degrés, voilà. Et puis j'espère qu'il va pleuvoir beaucoup pour réalimenter les nappes phréatiques de manière à ce que les agriculteurs ne nous demandent pas un impôt supplémentaire au mois de juin. Allez, c'est parti, le roi Pelé s'en est allé. On vient de l'apprendre, le roi Pelé est mort. Le footballeur brésilien est décédé à l'âge de 82 ans à Sao Paulo des suites d'une longue maladie. Dribbleur hors du commun. Aujourd'hui, le sport a perdu l'un de ses souverains. Je viens pratiquement de rien, d'une famille très pauvre, et n'importe quel garçon brésilien peut faire ce que j'ai fait. S'il a confiance en lui et qu'il lutte, il peut arriver là où j'en suis. Quand ses adversaires jouent au football, Pelé semble danser avec le ballon. Tout puissant soit-il, Pelé vacille. Une première fois en 2012, après une intervention chirurgicale à la hanche, le Brésil retient son souffle. De la joie et des coups d'éclat, Pelé sera éternellement le roi. Éternellement le roi, Pierre-Henri, on est d'accord avec ça? Toi qui es un amateur de foot? Alors évidemment, le joueur de football était exceptionnel. Je regardais encore tout à l'heure quelques-uns de ses matchs. C'est vraiment formidable. Maintenant, Pelé dépasse de loin la seule figure du football. C'est
jeune noir qui vient des quartiers populaires, des favelas, et puis qui est le symbole d'une équipe multi-ethnique au Brésil. C'est également le premier noir au Brésil qui va occuper un ministère dans le pays. Oui, c'est en 1994-95, pendant 3 ans. Alors après, il y a des aspects plus troubles de sa personnalité, où manifestement il a posé aux côtés du dictateur, le général Médici, parce que le Brésil a été pendant longtemps une grande dictature, et ses opposants l'appelaient le Negro Suncinho, ça veut dire le noir qui sert les blancs. Il a posé avec quel général, tu as dit? Médici. Catherine. Catherine, oulala. Je retire. Henri, là, il a perdu son fil. Non, j'ai pas perdu mon fil. Il se trompe simplement d'époque. Et ça fait 2 pays. Oui. Mais voilà, donc Pelé, c'est effectivement un personnage mondialement connu. Il est normal que le monde du football lui tire son chapeau, mais sur le plan social. C'est 3 Coupes du Monde, hein, oui, 58, 62, 70. Mais sur le plan social, sur sa responsabilité sociétale, parce que quand on est une telle figure, on a une responsabilité. Ben, je ne suis pas sûr qu'il ait toujours assumé la part qui lui revenait. Alors Tarek Mami, vous avez grandi aussi avec Pelé, j'imagine. Tout à fait, mais avec un petit rebond, cher Pierre-Henri. Oui, rebondissez, mon cher Tarek. Le jour de la mort, on ne parle que des qualités des hommes. Oh non, mais ça c'est votre... c'est ce que vous dites. Voilà. Le reste, on attend 7 jours. Non mais c'est vrai, il a raison Tarek, quand on meurt, on a les meilleures qualités du monde. Voilà, et après, 7 jours après, on commence à dégueuler. Justement, non, non, mais moi je trouve cet hommage-là qui efface tout le reste un peu démesuré. Au contraire, reconnaître un homme dans toute sa dimension, c'est aussi dire... Je rebondissais, je ne commente pas. Donc moi, effectivement, je peux dire... peut-être que, comme beaucoup de personnes de ma génération, que j'ai découvert le foot mondial avec Pelé. On avait nos équipes locales, régionales, mais à l'international, le premier qui est rentré dans nos têtes, c'est Pelé. C'est Bobby Charlton. Ça veut dire que tu es plus jeune que moi. Ben voilà. Mais ça, je l'ai toujours su, mon cher Tarek. Donc en tout cas, moi j'ai découvert le football. Mais pourquoi Bobby Charlton, c'est 66, c'est l'équipe d'Angleterre. 66, j'apprenais comment faire pour dire papa, maman et tout le tralala. Donc c'est pour ça que j'ai encore un peu de marche. Ouais. Et donc j'ai découvert le football mondial avec Pelé, de mémoire 74 peut-être, Coupe du Monde 75 ou je sais pas quelle année, où tout le monde... 70, Coupe du Monde 70. Alors moi c'est plutôt 74, 70 j'étais, faute, mais 74 on a découvert, et la télévision, il faut aussi le dire, noir et blanc, commençait... Toujours en 74. Oui, commençait à rentrer dans les maisons des Tunisiens. Et donc, nous, on a eu la chance d'en avoir une. Parce que j'avais... remportée par l'Allemagne. Voilà. Et donc, c'est là où on a vu Pelé. Et surtout, la télévision tunisienne, qui était débutante, créée en 66 de mémoire, s'est mise au replay. Non pas du match, mais des beaux gestes. Et à n'importe quoi, c'est-à-dire dans le journal, et voilà le but de Pelé. Et le soir, entre je sais pas quoi, et donc c'est comme ça que Pelé va rentrer. Et donc pour moi, Pelé restera le plus grand joueur de foot, alors je vais exagérer, mais de tous les temps jusque-là. On peut le dire. Hein. Oui, Messi à côté, c'est rien. Peut-être que notre Mbappé... à qui il reste encore une quinzaine d'années de jeu, fera quelque chose de la sorte. Mais bon, ça... il lui faudrait 2 mondiales déjà pour que... il en a fait déjà 2. Non, mais il en a gagné qu'un. Oui, Pelé en a gagné 3. Oui. Bon, voilà, donc pour arriver à son stade, il faudrait qu'il en gagne 2 autres encore. C'est peut-être pas au nombre de Coupes du Monde gagnées ou d'étoiles, donc c'est peut-être au nombre de buts, au nombre de performances. Pelé, 1000. Voilà, au nombre 1282. de performances. Donc, pour répondre à la question simplement, oui, Pelé, pour moi, c'est l'éveil au football national, international, beau et efficace. Enver, un peu plus jeune, toi, le roi Pelé, ça t'évoque quoi? Écoute,
Moi, j'ai une attache particulière en tant que lusophone parce que mon souvenir de Pelé, c'est le souvenir de mes parents, de mes grands-parents. Et cette image que, tu vois, un noir descendant d'esclaves Sur le toit du monde. qui à un moment donné apportait de la magie au monde entier. Et je pense que Neymar a fait un résumé parfait de ce qu'était Pelé. Avant Pelé, le football était un sport. Et c'est-à-dire que quand Pelé est arrivé, c'est devenu un art. Quoi qu'il arrive, et quel que soit le joueur qui à un moment donné va arriver en battant les records, en fait, il y a eu un moule au départ. Il y a eu un moule, un modèle. Il a créé un style de jeu et tout le monde l'a recopié. Ronaldinho, Maradona, tous. Et c'est ça qui est beau. Mais il faut aussi dire, avant Pelé, c'était un sport, dit Neymar. Oui, sauf qu'avant Pelé, la télévision ne jouait pas le rôle d'amplificateur. Bien sûr. Et en fait, Pelé arrive avec la télévision et on fait un sport mondial mais avec une visibilité à la même époque, on a du Raymond Kopa, grand joueur. On a du Juste Fontaine, meilleur buteur jusqu'à aujourd'hui de la Coupe du Monde. C'est-à-dire 13 buts en une seule Coupe du Monde. Personne ne le fait et je ne crois pas que quelqu'un arrivera à le faire malgré. Les gens vont devoir faire plusieurs Coupes du Monde pour pouvoir arriver à 13 buts. On est dans d'autres figures. C'est ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, le football, comme il est léché, cette espèce de style où tout le monde essaye de danser avec le ballon, c'est Garrincha, Pelé, c'est Pelé, c'est Pelé. Sofiane. Moi, je préférerais vraiment, sur le plan social, Socrates, qui est un autre joueur extraordinaire de l'équipe du Brésil et qui avait là véritablement une pensée aussi sur la société. Sofiane Garbaoui pour Pelé. Pierre-Henri n'écoute pas. Alors, moi, je vais vous poser une question avant de répondre à la tienne. Qui a dit le Brésil, tu l'aimes ou tu le quittes? Bolsonaro. C'est Pelé. Il posait pour les affiches de la propagande de la dictature et c'était dans un spot publicitaire à la télé où il avait c'était sur une affiche où il avait cette phrase. Le Brésil, tu l'aimes ou tu le quittes. Donc effectivement, du point de vue footballistique, ça reste un des plus grands joueurs, parce que c'est pas le plus grand joueur, mais un des plus grands joueurs de tous les temps. Je suis pas d'accord. C'est le plus grand joueur pour moi. Il n'y a pas de question à se poser. Non, mais Sofiane, continue. Nous voilà en accord. C'est le plus grand joueur. Voilà, pour moi, c'est Socrates. Le plus grand joueur de foot, c'est Socrates. Parce que derrière, il y avait une dimension politique du personnage. Alors que Pelé... On parle pas politique. Les gars, arrêtez de mettre de la politique partout. Parce que le football, ce n'est pas une dimension politique, les gars. Non, tu peux pas découper le bonhomme en deux. C'est vrai. D'accord ? En termes de footballistique, oui. Mais il y a cette part d'ombre qui ne l'a jamais quitté jusqu'à la fin. Je te ferai remarquer que c'était le début de la marchandisation du sport. Pelé, c'est vraiment le vrai, le type même du merchandiser. La preuve, dernièrement, juste avant qu'il meure, il avait posé avec Mbappé pour une montre de luxe. Mais il n'y a pas de noir et blanc, c'est des nuances de gris, mon ami. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de me dire, c'est une réalité. Et si tu prends tout... Mais si, c'est-à-dire que regarde, tu regardes Cristiano Ronaldo, tu regardes les joueurs aujourd'hui, donne-moi un joueur qui à un moment donné, et même Socrates compris, donne-moi un joueur qui à un moment donné n'est pas dans le World System Merchandising. Alors, je te dis Socrates. Son petit frère, c'est Rai, et à un moment donné, il a laissé Rai être dans le merchandising. Fin, c'est tout. Du joueur, mais c'est comme ça. Je te parle de Socrates, tu me parles de son petit frère. Eh ben oui, à un moment donné, ça en fait partie. Moi, je te parle de football, tu me parles de ce qu'il a fait avec un dictateur. C'est la même chose. C'est-à-dire que les liens, à un moment donné, tu peux pas couper les gens en deux. Mais on les coupe pas en deux. On dit simplement qu'il y a une dimension sociale du football qu'on ne peut pas ignorer. Voilà, c'est tout. Qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas effacer. Ça reste un très grand joueur. Mais il a été ministre cette ombre politique, elle est quand même présente et on ne peut pas. Maintenant, effectivement, et je rejoins complètement ce que disait Tarek tout à l'heure, la personne vient de décéder, donc on va faire que des louanges.
Bah non. C'est comme ça. Bah non. Bah non. Bah non, ça c'est chez vous, ça, Non, c'est pas ici. non, c'est chez vous, ça. Ça, c'est de l'éthique musulmane et protestante. Oui. Ah, ça y est, voilà. Ça y est, le grand remplacement commence. Merci. Protestante. Grand remplacement. Chrétienne. Non, justement. Chrétienne. Non, mais attends, parce que les protestants sont pas des chrétiens. Non. Allez, ça commence. Allez. Voilà, merci beaucoup, Christophe. Alors, j'ai une question pour Sofiane déjà. Question, oui. Sofiane. Oui. Oui, Sermam. Tu viens de dire quelque chose qui est quand même assez important. Quoi? Tu as dit que tu vénérais Socrates plus que Rai. Pour un Algérien, ça me paraît curieux. Sofiane, si c'est pas arrivé jusqu'au cerveau, on peut faire un sous-titre. C'est pas mal, franchement, bravo. Après Catherine de Médicis, tu sais bien que je sais que je suis un peu ta muse de temps en temps, donc ça m'amuse aussi. Voilà. Moi j'ai une question pour Sofiane justement et pour Pierre-Henri dans ce cadre, parce qu'effectivement vous parlez de la dimension sociale et politique du joueur, mais là effectivement le joueur Pelé, l'homme politique qu'il est devenu après, est décédé. Mais aujourd'hui, ce que tout le monde est en train de mettre, porter au nu, c'est justement la dimension du joueur, ce qu'il a apporté au sport. Oui. Et moi, ce que je vous pose comme question, c'est très très simple. Si effectivement on entre là-dedans, pourquoi ne pas tout simplement le comparer à des gens comme Nelson Mandela ou tel homme politique ou tout? Parce que là on entre dans ce cadre-là. C'est-à-dire que mais justement, elle n'est pas là la question. Sur la condition des Noirs, sur la condition sociale au Brésil, il s'est toujours tu. Non justement. Et se taire, c'est s'exprimer justement. Et ça en fait partie. Excuse-moi, mais par exemple Zidane, tu vas lui reprocher de ne pas s'être exprimé. Voilà. Christophe me l'a enlevé de la bouche. Je connais déjà ce que dit Henri, que Dieu lui prête une très 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 longue vie. Oui. Et Zidane pareil. Les jours où Zidane partirait, il ferait la même chose. Oui. Et là, il s'est jamais exprimé. Il n'a pas demandé le droit de vote. Et pourquoi devrait-il s'exprimer? C'est tout. Chacun dans son rôle. Mais vous vous trompez. Le football. Mais parce que notre ami Pierre-Henri regarde le monde de la je suis avec Sofiane. Oui. Je suis avec Sofiane en l'occurrence. Moi je veux bien, mais là nous sommes. Quand tu poses une affiche où tu dis le Brésil, tu l'aimes ou tu le quittes, pendant la dictature, c'est une prise de position. Est-ce qu'il n'a pas été utilisé? Parce que non, c'est facile de dire ça, mais pendant la dictature, lui c'est un jeune homme noir qui vient des favelas, qui à un moment donné, il peut subir n'importe quelle pression. À ce moment-là, c'est pas vrai. Moi je le dis, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je m'excuse, mais quand bien même tout Pelé qu'il soit, il y a un dictateur qui est au Brésil, le dictateur qui est au Brésil lui dit déjà tu peux pas aller signer dans un autre club hors du monde, tu restes à Santos, et en plus lui il va aller dire non j'ai pas le droit, non je pense que je suis pas d'accord avec ce que tu dis, dictateur. Mais heureusement qu'il y en a qui se lèvent, à un moment donné, je dis pas le contraire, mais dans les années 70 pour un homme noir qui à un moment donné est là, qui est incarné, mais on peut pas lui demander le Black Power. Qui Socrates, lui, il n'hésitait pas. C'était un grand joueur de football. Socrates, il y a une différence avec Socrates. Socrates, il était mulâtre, il était métis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une réalité aussi. On devait louer les louanges de Pelé, et vous êtes en train de transformer ce moment de radio en règlement de compte. C'est du n'importe quoi. Exactement. Je peux revenir aux convictions religieuses. Oh non, arrêtez. Non, mais pour vous faire rigoler un peu. Ah, d'accord. Moi, il m'est arrivé d'aller manger, dîner après le désenterrement d'amis de confession musulmane, de confession protestante et de confession catholique pour rester dans la chrétienté. Je n'ai pas entendu étaler les défauts des défunts, ni dans un repas musulman, ni dans un repas protestant. Par contre, j'ai souvent remarqué que dans un repas catholique, on commence par bien dire tous les bienfaits, et au bout de 3 bouteilles, on ne parle plus que des méfaits. Donc moi, j'ai pas voulu adopter cette ligne. Les athées et les agnostiques, qui sont majoritaires dans ce pays, ça se passe comment ils commencent par les défauts.
Ouais. Comme vous, là. Ben voilà. Ou par la bouteille, c'est comme on veut. Très bien, allez. 60% de ce pays, dans ce pays, oui, tu as raison. Je suis d'accord, vous, Pierre, je suis d'accord. Allez, dans un instant. Et 48% vote Front National. Christophe, oui, il faut dire quand même que malheureusement, pour la culture portugaise, c'est vraiment, en tout cas, d'inspiration portugaise. Ouais. C'est vraiment pas le moment. Hein. Pourquoi? Pelé qui succède à Linda de Souza. Ah oui, effectivement. Ça, c'est un peu ma faute. Bon, en tout cas, paix à l'Oram. Oui. Allez, dans un instant, on va essayer d'un peu de se repère cette année 2022. Bonne ou pas cette année? Alors, on va essayer de rappeler les faits et puis de faire des perspectives aussi, hein, bien entendu. Alors, cette année avait commencé aux alentours du 24 février avec le grand événement majeur, c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine, ou certains appellent l'envahissement de la Russie en Ukraine. On en reparle évidemment avec vous dans un instant. Sur France Maghreb 2, il y a eu évidemment une présidentielle, il y a eu une législative, il y a eu une reine qui nous a quittés, qui avait battu tous les records. Il y avait un record de chaleur cet été en France et un petit peu partout en Europe. Il y avait également au mois de juin une affaire qui avait fait beaucoup de bruit au Maroc, ces migrants à la frontière maroco-espagnole. D'ailleurs, il y a eu des peines de prison qui sont tombées là récemment. Qu'est-ce qu'il y a eu dans quel pays, cher Christophe? Au Maroc. Parce que l'Espagne a enterré... Maroc. Oui, l'Espagne a classé le dossier comme non-affaire. Oui, alors que au Maroc, on a fait des peines fermes pour des migrants. Et ça s'était passé au Maroc. Oui, c'était passé au Maroc, absolument. Sofiane, vous êtes président d'une grande agence. Ça s'est passé sur la frontière entre deux pays et ils ont été poussés par les Espagnols de l'autre côté. Oui, alors peu importe, on en parlera tout à l'heure. Et puis, bien entendu, il y a eu le mondial au Qatar. Et puis, il y a eu une grande grève quand même. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on manquait d'essence. Il n'y avait plus de carburant dans ce pays. Et pas de train non plus, Jean-Christophe. Pas de train non plus à Noël. Enfin voilà, bienvenue en France en 2022. Dans un instant, on en parle. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Romain. Qui, moi? Merci d'être avec nous en direct pour cette dernière de l'année 2022 sur France Maghreb 2, le LGF avec Pierre-Henri, Enver de Santos, Tarek Mami, Sofiane Garbaoui depuis Oran en Algérie avec une température de 21 degrés. Sous le soleil exactement et ça fait plaisir. On va retracer un petit peu cette année 2022. Alors on va essayer évidemment. Le climatique, c'est la faute des Oranais. Non, monsieur, nous, notre faute, c'est les clémentines. Voilà, ok. Alors, évidemment, ça avait commencé avec un conflit qu'on avait, pour certains, pas vu venir, et pour d'autres, ceux qui observent un peu l'actualité, l'avaient senti, bien entendu, c'est cette évidemment invasion en Ukraine. Qui avait démarré le 24 février 2022, avec toutes les conséquences que cela en découle. L'allocution de Vladimir Poutine à peine terminée, des missiles sont envoyés et les premières explosions retentissent en Ukraine. Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Et on a découvert ainsi un acteur, Zelensky, président de l'Ukraine, qui a fait beaucoup parler de lui, qui a fait tous les grands moments et tous les rendez-vous de ce monde, du Festival de Cannes, en passant par les différentes assemblées du monde entier. Zelensky partant et demandant de l'aide qui atteint aujourd'hui à peu près 100 milliards d'euros d'armes livrées à l'Ukraine au jour où nous parlons, ce qui est quand même pas mal. Tarek Mami, bilan et perspective. Bilan, c'est difficile en quelques mots, mais il ne faut pas parler de l'Ukraine et de la Russie du 24 février 2022. Il faut plutôt commencer à parler de l'Ukraine. 2014 2014, la place Maïdan. Et pour ceux qui sont férus d'histoire, qui savent que l'histoire d'hier commande ce que nous vivons aujourd'hui, il y a 3 dates. La première, c'est Kiev est la première capitale de la Russie. La première, avant la fondation de Moscou. La deuxième, c'est en 1920 que les bolcheviks, Lénine à leur tête, décident de découper ce grand territoire qui était donc l'Empire russe en plusieurs républiques. 1952, c'est Gorbatchev qui trace les frontières de l'Ukraine actuelle, y compris en y mettant
la Crimée, alors que la Russie avait fait une guerre en 1852, à laquelle des soldats du Maghreb, surtout d'Algérie, qu'on appelait les Turcos, ont participé. Et la dernière, c'est 1989, où l'Union soviétique, quand il a été dissous, a décidé de laisser en l'état les frontières et de ne pas les redécouper. Et ça nous donne 2 drames. On oublie le deuxième, c'est la guerre d'Ukraine et la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et donc ça, une fois qu'on a rappelé ça, il y a un coup d'État en 2014, puisqu'il y avait un président dont le mandat n'était pas encore terminé. Et après ce coup d'État, donc ce président a été viré, il est parti en Russie. Et le 24 février 2022 est la conclusion de tout ça, puisque de 2014 à 2022, l'armée et les politiques ukrainiens ont considéré que les Ukrainiens de nationalité qui parlent la langue russe sont des sous-citoyens ukrainiens. Ils ont été bombardés, ils ont été tués pour certains d'entre eux, et surtout on leur a interdit 2 choses, parler leur langue et donc transmettre leur façon, donc leur ukrainianité un peu russe. Et donc cette attaque vient pour ceux qui sont, disons, pro-Poutine, pour faire simple, contrecarrer 2014-22 pour pouvoir préserver les russophones, et pour les autres, c'est une invasion militaire classique. Voilà, en quelques mots, pour résumer. Et les perspectives, Tarek, les perspectives pour 2023 ? Il y a 2 perspectives. La première, c'est que l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut avec son ami ou ses amis américains occidentaux. Elle ne récupérera pas physiquement, militairement, les territoires qu'elle a perdus, qui constituent en gros entre 20 et 25. Et aujourd'hui, l'OTAN dit qu'il comprendrait que l'Ukraine se mette à bombarder les sites russes à l'intérieur de la Russie, ce qui veut dire que la guerre n'est pas prête de s'arrêter demain. Pour moi, j'ai toujours pensé, à tort ou à raison, que la Russie arrêtera cette guerre ou cette invasion, appelez-la comme vous voulez, le jour où elle mettra la main sur Odessa, la ville, pour faire de l'Ukraine un pays donc sans accès à la mer. Et aujourd'hui, dernière nouvelle, je viens de dire ça, c'est que les bombardements ont été principalement sur Odessa, et à l'heure où nous parlons, Odessa n'a pas de lumière du tout. Je plains donc les citoyens ukrainiens d'Odessa, mais pour moi la guerre ne va pas s'arrêter demain. En tout cas, elle ne s'arrêtera pas brutalement par un cessez-le-feu, puisque les demandes contradictoires entre les deux sont très lointaines. Pour la Russie, il faut reconnaître ce qui a été occupé. Pour les Ukrainiens, il faut récupérer tout le territoire, y compris la Crimée. Et donc, je ne vois pas la guerre s'arrêter. Très bien. Pierre ? Oui, alors, l'Ukraine a été indépendante au XXe siècle. 3 ans entre 1917 et 1921, et puis après la chute de l'URSS, et auparavant elle était absolument intégrée à l'Empire russe. Alors, disant cela, je veux dire quoi ? Je veux dire que la notion d'indépendance pour l'Ukraine est quelque chose d'extrêmement récent. Et que à partir de la chute de l'Union soviétique, il y a eu en Ukraine d'abord un gouvernement qui a été favorable à la Russie, et que les événements de Maïdan, c'est-à-dire la révolution orange, a remis en cause, et le responsable ukrainien pro-russe a été déposé. À partir de 2014, on sait ce qui s'est passé avec l'annexion de la Crimée au prétexte de protéger les populations qui sont effectivement russophones. Voilà, et depuis cette date, évidemment, l'Ukraine, aidée par un certain nombre d'alliés, ont essayé de reconquérir une partie de la Crimée, de mener les perspectives, Pierre, pour 2023. Alors, les perspectives pour 2023, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, mais d'après ton analyse... Oui, mais mon analyse est que ça peut s'arrêter beaucoup plus rapidement que prévu, parce que
la Russie a fait un effort extrêmement considérable. Vous voyez comment il mène la guerre en tapant sur les infrastructures des grandes villes et les infrastructures énergétiques des grandes villes, mais en même temps, ils y laissent manifestement beaucoup de plumes et sur le plan humain et sur le plan matériel. Et je pense qu'en coulisses, il y a quand même des négociations qui sont en train de se mener. Alors pas directement, mais les Américains avec les Russes, oui. Oui, et ils se parlent. La Chine aussi entre dans le jeu. Et à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait un compromis. Bon. La position qui est celle de Zelensky voulant récupérer l'ensemble des territoires qui sont occupés est improbable. Ouais. Il y aura probablement un gel de la situation telle qu'on le connaît aujourd'hui. Alors Sofiane Garbaoui dans un instant, Enver de Santos pour ce sujet avant que nous passions à un événement qui nous a occupé pendant des semaines et des semaines sur France Maghreb 2, la présidentielle évidemment. Mais ça, c'est dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite. Et on a le droit d'avoir d'autres événements qui nous semblent aussi importants. Auditeurs, auditrices, vous pouvez nous appeler bien entendu pour nous faire part de vos événements que vous avez envie de nous faire partager, qu'ils soient personnels ou pas. 01 40 33 9000, c'est la dernière de l'année. Faites-vous plaisir, c'est parti. Professionnel, ce message est pour vous. Comment vont les affaires en ce moment? Tout en direct pour cette dernière de l'année avec autour de cette table Pierre-Henri, avec Enver de Santos, Tarek Mami, Sofiane Garbaoui depuis Oran et Mab, la belle histoire tout à l'heure, la belle histoire des génériques, et il aura l'honneur et le privilège de conclure cette émission et cette année civile tout à l'heure de LGF sur France Maghreb 2. Avec vos appels évidemment en direct au 01 40 33 9000 si vous voulez nous faire part d'un événement qui vous a marqué au cours de cette année, que vous souhaiteriez nous faire partager, eh bien vous êtes les bienvenus pour ce faire. 01 40 33 9000. Nous étions en train de parler juste auparavant de ce déclenchement de cette guerre en Ukraine, de cette invasion selon voilà d'où on se place, et ça s'est passé donc le 24 février. Cette guerre, cette invasion est toujours en cours évidemment, avec des perspectives aussi pour Tarek et Pierre somme toute un peu différentes. Qu'en est-il du côté de chez Sofiane Garbaoui pour cette crise en Ukraine? Sofiane, quelle est ton analyse et tes perspectives? Alors s'il vous plaît, essayez de ne pas faire des monologues de 3 minutes parce qu'on ne va pas s'en sortir, il y a tellement de choses à faire. Donc voilà, soyez rapides. Il nous reste 1 heure. Hein. Ouais, c'est rapide. Sofiane. Quand c'est moi qui parle, on me donne là, tu vois, tu viens de perdre 30 secondes inutilement. Alors, donc, concernant cette guerre, bon, c'était à prévoir depuis très longtemps parce qu'il ne faut pas oublier que l'OTAN poussait vers la partie ouest de la Russie. Et sachant que les pays baltes ont été plus ou moins intégrés, par ailleurs, Poutine avait mis une sorte de ligne rouge à ne pas dépasser, qui était l'Ukraine. Parce que les Russes considèrent l'Ukraine, ou du moins une grande partie de l'Ukraine, comme leur appartenant. Ouais. Sachant que, si on prend le cas de la Crimée qui a été déjà annexée, le Donbass est peuplé quand même à plus de 50% de russophones, qui se considèrent beaucoup plus proches de la Russie que de l'Ukraine. Bon. Voilà. Après, ceci dit, on sait très bien que cette guerre a été déclenchée pour des objectifs américains d'installation, de pousser l'OTAN, et surtout parce qu'il y a eu des concomitances de temps qui sont quand même assez troublantes. Quand l'Europe a commencé à parler d'avoir une indépendance par rapport à la défense, c'est-à-dire que de sortir du parapluie de l'OTAN, ou du moins réformer l'OTAN, ça a été le discours de Macron, si vous vous rappelez. Juste après, la guerre d'Ukraine a commencé. Il déclarait que l'OTAN était dans le coma. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, il parlait de réformer l'OTAN. Et donc, à ce moment-là, comme par hasard, la guerre d'Ukraine s'est déclarée, et on a eu l'interventionnisme américain dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, ce qui tient l'Ukraine à bras, c'est les États-Unis et leurs alliés. C'est-à-dire, quand je dis la France, elle a une position plus ou moins, que moi je trouve plus ou moins équilibrée, parce que elle n'est pas pro, du Macron, quoi. Mais elle n'est pas totalement pro-ukrainienne, c'est-à-dire qu'il pousse les Ukrainiens à discuter, alors qu'aujourd'hui, la position, on va dire, radicale de Zelensky par rapport à vouloir récupérer la Crimée, etc., c'est son droit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais on sait très bien que dans une guerre, si on veut qu'elle se termine, il faut
qu'il y ait des possibilités de négocier. Or, aujourd'hui, telle que la situation se présente, il n'y a pas de négociation possible parce que les Russes campent sur leur position et les Ukrainiens campent sur leur position en pensant que l'aide américaine leur suffira à tenir le plus longtemps possible. Est-ce que tu crois, Sofiane, en un mot et en une phrase, pour cette perspective de cette année 2023, concernant ce conflit, est-ce que ça va vite se terminer ou alors ça risque de durer le mois de mars. Le mois de mars, pourquoi? Parce qu'on aura la déclaration de candidature de Biden et Biden a intérêt à ce que la guerre se termine parce qu'il faut que l'inflation redevienne à un niveau normal et que le prix du pétrole baisse. Alors, bon, ça peut être un argument. Juste un petit sondage américain. Aujourd'hui. Devant le micro, Tarek. Oui, s'il vous plaît. Merci. J'ai un sondage américain publié aujourd'hui, je ne sais pas si c'est New York Times ou Washington Post, donne 67% des citoyens américains ne souhaitent ni la candidature de Biden, ni la candidature de Trump, et disent que pour eux, un président de la République aux États-Unis doit avoir entre 50 et 70 ans, pas plus, pour qu'il puisse être proche des gens. C'est bon, Pierre, t'es encore bon. Cela n'empêche pas Biden de vouloir... Enver de Santos, pour finir. Écoute, pour finir et faire très très court, moi je vais me placer sur le côté historique, comme a commencé Tarek. Moi, je vais revenir sur le fait qu'effectivement, l'Empire russe a pris Kiev en 1721. Mais avant l'Empire russe, c'était bien l'Ukraine. C'était bien Ukraine. C'était les Cosaques d'Ukraine du 8e siècle, si je ne me trompe pas, jusqu'en 1764. Il y a eu d'abord petite monarchie et ensuite... Exactement. Il y a eu une petite monarchie et ensuite il y a eu une petite, un petit empire cosaque. Et cet empire cosaque, moi je veux simplement dire que cet empire cosaque qui est là et qui revendique sa possession, quand Poutine envahit l'Ukraine, c'est simplement un peuple qui essaye de se défendre pour ses terres. Après, on peut reprocher ce qu'on veut. On peut reprocher ce qu'on veut à Zelensky, etc. C'est un acteur. Il y a eu les États-Unis qui sont intervenus. Mais à ce moment-là, je vais faire un parallèle avec Israël-Palestine. Il y a une terre. Et cette terre qui, à un moment donné, a été répartie par l'ONU. Et à un moment donné... si tu permets, Sofiane, dans Israël-Palestine, il y a un peuple qui était sur le territoire et un autre peuple qui a été placé, etc. Là, l'Ukraine, qui était là jusqu'en 1721 et l'invasion de l'Empire russe, je m'excuse, quand ils décident de récupérer leur territoire, quand bien même c'est avec le soutien de lui ou de tel ou tel, je m'excuse, mais c'est la logique de l'histoire et des conflits. C'est l'envahissement de la Crimée. Le premier envahissement a été en 1721 par l'Empire russe. C'est aussi simple que ça. Et si on veut revenir dans l'histoire, il faut revenir dans l'histoire. Les choses. Non, je vais pas reprendre de manière contemporaine. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas un agressé. Tout ça pour dire il y a un agressé, un agresseur. Les Ukrainiens. Il y a un agressé, il y a un agresseur. C'est ça. Et c'est triste parce qu'il y a des gens qui meurent. Et en fait, tout le monde est en train de parler de l'influence des États-Unis ici et ça, et je l'entends. Mais au final, il y a des gens qui sont en train de crever, et à un moment donné, il y a un gars qui s'appelle Poutine, qui lui, à un moment donné, quand bien même il est dans son tort, dans sa raison, parce que l'OTAN est sur son territoire, à un moment donné, le gars bute des gamins normal. Bon, je ne citerai pas d'autres pays, mais dans d'autres pays, d'autres chefs d'État ont envahi d'autres territoires, et on n'a pas vu les gens, et l'Occident, fournir des armes ou de la protestation pour ces gens-là. N'oublie pas qu'on est en Europe. Non, mais voilà, c'est Europe. Et la deuxième chose, et la deuxième chose, cher Christophe, je vous enverrai tout à l'heure. Par hasard, je suis tombé sur un tweet qui diffuse une interview de Madame Simone Veil, qui raconte, donc il y a longtemps, avant même 2014, elle raconte l'histoire de l'Ukraine nazie avant l'arrivée des nazis en Allemagne. Et je vous l'enverrai. Et quand vous voyez ça, vous dites comment cette vidéo sort aujourd'hui et comment nous tous, ici en Occident, on justifie le soutien alors que tout le monde nous dit que de l'autre côté, le nazisme est une tradition culturelle dans ce pays. Alors, je vous enverrai la vidéo. Cette année, évidemment. Tiens, je crois qu'il y a Mamadou de Grenoble qui est avec nous. Salut Mamadou. Salut, bonjour, ça va? Ça va Mamadou, qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. Bonjour tes invités, Tarek Mami, Pierre-Henri, tout ça. Ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire qu'en 2022, ce qui m'a fait plaisir, que je vais partager avec vous, merci Radio Maghrib,
c'est la réussite de Qatar, la Coupe du Monde, qui a été bien organisée. Bon, ils ont été un peu diabolisés à cause de comment encore, sous prétexte, c'est pas le jugement de valeur, le jugement de morale, quoi. Oui, bon, l'État corrupteur a réussi son coup. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Merci, Mamadou, et je suis d'accord avec toi. Merci, Mamadou. Est-ce qu'on vous a coupé, Pierre-Henri? Oui. Et alors? Moi, je peux vous couper, vous pouvez me couper, mais pas les auditeurs. Merci, Mamadou, en tout cas. Mais je lui réponds. Enfin, il est pas. On en parle tout à l'heure, Pierre. On vous demandera de répondre. Les auditeurs sont rois. 9000, les amis, pour faire comme Mamadou. C'est comme le roi Pelé, oui. Évidemment, hop, c'est tout simple. Vous savez, quand je veux parler, hop, je coupe les micros. 01 40 33 9000, vous n'hésitez pas à nous appeler, évidemment, pour nous faire partager vos événements. Et celui de Mamadou, donc, c'est la réussite de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Et tous ceux et celles qui sont allés sur place le disent, même ceux qui étaient assez critiques au départ sont forcés de reconnaître que l'organisation de la Coupe du Monde est peut-être l'une des meilleures que l'on ait fait. Mon cher Pierre, de t'en déplaise. 240 millions. Et alors Pierre-Henri, Christophe, est-ce que vous connaissez le nom du célèbre commentateur de matchs de foot sur France Inter, converti sur CNews? Oui. Pascal Pro? Non, pas du tout. Jacques Vendroux. Voilà. Et alors il est passé avant-hier. Et alors? Excusez-moi. Il a un repas. Et donc, Jacques Vendroux, quoi? Non, mais il était à France Inter, il est passé à Europe, et là, il est sur CNews. Il est passé avec Pascal Pro. Attendez. Pascal Pro, qui le titille dans tous les sens, pour dur du mal, et l'autre dit non. Je peux vous dire que j'ai passé 40 jours. Oui. Non, mais attendez. Non, mais je vous coupe. Et alors? Laissez-moi terminer. Et alors? J'ai passé 40 jours. Mais Tarek, il veut aller passer des vacances au Qatar. Moi, monsieur l'ambassadeur de Oman, c'est dans votre pays que je souhaite passer les vacances, pas au Qatar. Comme ça, le problème est réglé. Et il dit, j'ai passé 40 jours. Quand je suis parti, d'ailleurs, le premier jour, il a foutu une espèce de abaya pour se moquer. Et il dit, je n'ai jamais vu une organisation comme celle-là. C'est tout. Donc vous aussi, Pierre-Henri, reconnaissez que le Qatar, une superbe organisation. Mais évidemment, avec l'argent du Qatar, on peut tout faire, heureusement. Vous avez vu combien ça a coûté? On peut même ressusciter les morts. Mais dites-le, Tarek, combien ça a coûté? 240 milliards. Ouais, voilà. Je vais vous dire voilà, les gars. 240 milliards, j'ai réussi mon coup. Oui. Formidable. Heureusement qu'ils l'ont fait encore, en plus. S'ils avaient payé Havas, c'est un État corrupteur. S'ils avaient payé Havas, c'est pas 240. Oui. C'est peut-être 500 milliards. On va écouter Abdel qui nous appelle au 01 40 33 9000. Abdel, bonsoir. Bonsoir, déjà, bonne fête à tous, même si on vous aura pas après, parce que tout le monde fera la fête. Alors, je veux dire, c'est vrai que c'est une vraie réussite, mais je pense que ce mondial a fait peur aux Occidentaux, au monde entier, parce que là, maintenant, on a la preuve qu'un pays arabe peut organiser une Coupe du Monde et que quand on empêche les gens de montrer par exemple les femmes leur sein à l'air, ou empêcher les mecs de montrer leurs fesses courir sur le terrain, quand on empêche de l'alcool, tout va dans les stades de France, tout va bien. Donc il faut rester sur cette lignée, et félicitations à la pudeur des Qataris. Et puis la deuxième chose qui a fait peur, c'est qu'aujourd'hui on sait que un pays arabe peut remporter la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, les Européens tremblent à cause de ça, et ils s'attendent un jour que ce sont maintenant parce que on voit bien que l'Europe est en train de dénigrer, parce qu'elle fabrique plus rien, elle est beaucoup indépendante des matières premières, et on voit que les pays arabes aujourd'hui, avec la jeunesse, commencent à émerger, à construire des Abdel, je comprends ton enthousiasme, mais je te trouve un peu excessif pour le coup, mais bon, merci en tout cas, Abdel. Côté excessif de Pierre-Henri, il faut bien que quelqu'un... Voyons donc, moi on me coupe le micro, alors c'est gentil. Évidemment, vous n'hésitez pas à nous faire part, donc on l'a compris. Pour l'instant, il voit des tremblements un peu partout. Bon, il y a quelque chose qui nous a beaucoup occupé et dont on a beaucoup commenté, Pierre. Oui. Et t'as pas été le dernier pour le coup. Oui. C'est évidemment la présidentielle en France. C'était. Oui, mais moi j'ai d'autres événements qui m'ont marqué dans l'année 2000. Je te poserai la question tout à l'heure. Ah bon? Oui. Pas à 17 ans. Nous n'avons pas les parrainages. C'est une situation qui démocratiquement est
terrifiante. Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle? On est dans une communication par l'image toujours très critiquable du côté de l'Élysée. Le sportif satisfait de son exploit, tout sourire. Bonjour, it is me, with my chest hair, you see. Rebondissement dans l'affaire McKinsey. Ça tombe très mal pour le candidat Macron à 4 jours du premier tour. On prend les mêmes et on recommence. On a vu ce soir la disparition de la gauche de gouvernement, de la droite de gouvernement, et donc des forces de rupture qui sont désormais majoritaires. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Hélas, hélas, hélas. Hélas, 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 les 3 mots de Monsieur Zemmour qui, évidemment... C'est extraordinaire, ça. Pourquoi c'est extraordinaire? Il a dit hélas, hélas, hélas. Oui. Pour quelqu'un qui met la France en premier, dire qu'il veut 3 fois la Grèce... Pas mal. Merci, Mam. Alors, la présidentielle, tiens, Sofiane Garbaoui, on en a beaucoup parlé ici sur France Maghreb 2, de cette présidentielle. Bon, victoire sans surprise et attendue d'Emmanuel Macron avec 58,54% au second tour face à Marine Le Pen. Si tu devais résumer en une phrase ou deux, la campagne électorale, elle a été quoi? Médiocre, bonne, intéressante, mauvaise? Amorphe. Amorphe. Animé par les extrêmes, même si je ne mets pas sur le même pied d'égalité l'extrême gauche et l'extrême droite, parce que pour moi l'extrême droite est un ennemi à la démocratie, alors que l'extrême gauche peut être un laboratoire d'idées dans lequel on peut puiser et travailler. C'était une non-campagne. Macron a bien joué. Il a fait tout pour que l'adversaire en face soit Marine Le Pen, parce qu'il savait très très bien que le rejet d'une grande partie de la population française reste assez important, et du coup, il a tout fait pour que Marine Le Pen puisse passer. Voilà. Merci CNews et Bolloré et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on a des gens qui se permettent de dire qu'ils haïssent pathologiquement les étrangers. Pierre-Henri, la campagne présidentielle, tu l'as trouvée comment? Moi, je pense qu'elle est passée à côté des vrais débats, notamment sur le nouvel ordre international, le nouvel ordre mondial, qui commençait à être dessiné par l'intervention de la Russie en Ukraine, mais aussi par le jeu des alliances. On est passé à côté du débat sur la souveraineté en matière énergétique, alimentaire, sur le rôle de l'Europe puissance. Donc, d'une certaine manière, tous ces débats que nous n'avons pas abordés créent une situation assez particulière dans le pays. Voilà, c'est à la fois une élection qui s'est joué sur une figure déjà connue, le renouvellement de la présidentielle précédente au second tour, et voilà, qui ne règle rien et qui, au contraire, montre la fragmentation qu'il y a dans ce pays autour des grands sujets. Enver Dos Santos, la campagne électorale était comment? De quelle qualité? Je dirais qu'elle était très intéressante, vraiment très très intéressante. D'une première partie, je rejoins Pierre-Henri et Sofiane dans l'analyse, mais je rajouterais à ceci les choses suivantes, c'est que on a réussi à découvrir quels étaient, pour moi en tout cas, les 2 problèmes de la gauche. Le premier problème de la gauche, c'est l'ego. Et on a pu le voir à travers la candidature communiste et à travers le personnage de Jean-Luc Mélenchon. Et le deuxième problème, selon moi, c'est que la gauche est dans l'incapacité aujourd'hui de pouvoir combattre les idées d'extrême droite à cause de ces problèmes d'ego. Et c'est ça ce qu'on a découvert, et c'est bien de le découvrir parce que je pense que le peuple de gauche, et je dis bien le peuple de gauche et pas les candidats, aujourd'hui savent que pour pouvoir gagner, ils doivent se mettre derrière un groupe qui va se réunir, NUPES ou autre, pour pouvoir changer les choses. Très bien. Tarek Mami, la qualité de la campagne électorale présidentielle? Alors, pour faire une boutade, c'était du en même temps. En même temps, on nous a poussé à choisir entre
Macron et Madame Le Pen. Je rejoins pour une fois Pierre-Henri sur un point de son développement, c'est qu'on n'a pas évoqué les vrais sujets de la vie des Français. Par exemple, la question de la retraite. Personne n'en a parlé, ni à droite à gauche, mais quelques phrases. La question du pouvoir d'achat, la question de la guerre d'Ukraine, comment on peut la voir d'un côté ou de l'autre. Donc l'essentiel a été fait par le camp du président sortant, rentrant Macron, de faire peur. C'est moi ou le déluge. Et donc beaucoup de gens ont dit... Ça a fonctionné, hein. Ah ben ça a fonctionné. On dit encore lui, pour 5 ans on verra plus tard, parce que le déluge, machin. Maintenant qu'ils sont acclimatés au déluge existant à l'Assemblée, peut-être qu'ils accepteront plus facilement en 2027. La deuxième chose, c'est que la politique étrangère ne fait pas partie des batailles politiques en France. Troisième point et dernier, c'est effectivement la gauche G comme Gérard AU est passée à gauche GO. C'est-à-dire que, par exemple, le représentant du Parti communiste qui n'avait aucune chance de passer ni au deuxième tour, ni être élu président, était là juste pour exister, pour qu'il existe à l'intérieur de son parti. C'est ça. Et de l'autre côté, les socialistes n'avaient qu'un objectif, empêcher M. Mélenchon de devenir le chef de la gauche, alors qu'il était avec eux. Et le dernier mot... Les socialistes, ça c'est pas tout à fait vrai, Tarek, parce que, en l'occurrence, Faure, et c'est d'ailleurs tout l'objet du congrès du Parti socialiste... Alors je vais répéter pour la troisième fois, je vous ai laissé aller jusqu'au bout de votre... Ah mais vous êtes très long, mon cher Tarek, vous êtes chez vous, mais quand même, vous êtes très long. Faut laisser la place un peu aux invités, Tarek. Capitaine, faites quelque chose, capitaine. C'est le principe de l'arroseur arrosé. Oui. Alors le problème, c'est qu'il n'y a plus d'eau en France. Tarek, vous en parliez tout à l'heure, vous y avez fait référence à justement ce troisième tour, ainsi appelé par Mélenchon, qui nous a vendu pendant 3 semaines le fait d'être le Premier ministre. Alors, le troisième tour commence ce soir. Vous avez présenté hier le programme de la NUPES. Est-ce qu'au moins vous vous êtes mis d'accord sur une prononciation de ce mot? La grande surprise de ce scrutin, c'est le gros succès du Rassemblement national. Vous avez vu la presse ce matin? Tu parles d'une claque. Oh, wow! Et une claque, effectivement, c'est du jamais vu. C'est une percée historique à l'issue de ces législatives du mois de juin dernier. C'est un parti 89 députés du Rassemblement national. Alors, c'est un parti qui ne fait pas campagne, qui emporte 89 sièges. Et surtout, je vous ai envoyé il y a quelques jours, il a pris, je crois, près de 45% des circonscriptions dans le sud de la France. Oui, exact. Oui, absolument. Mais ce qui est encore plus grave, c'est une banalisation de l'extrême droite et de la parole de l'extrême droite. Qui est responsable, Qui est responsable? Pardon? Qui est responsable? Mais nous tous. Nous tous. Et nous, quand je dis nous tous, c'est l'ensemble des acteurs et des citoyens. Parce qu'enfin, franchement, la banalisation de la parole raciste aujourd'hui... Sofiane, 2 secondes. Attends, Sofiane. La banalisation de la parole raciste à la télévision, les attentats qui sont menés par des types d'extrême droite, et on s'aperçoit que oui, l'extrême droite représente un danger aussi grand que les terroristes islamistes. Oui, voilà une sacrée découverte. Je retiens islamistes pour la retirer. Ils ne sont pas islamistes, ils sont des terroristes qui se réclament de l'islam. Voilà. S'il vous plaît. Tu as tout à fait raison, Tarek. Oui. Alors, Sofiane, tu disais quoi? Oui, on n'est pas tous responsables de la banalisation, c'est pas vrai. C'est ça, banaliser le discours de l'extrême droite. C'est de dire on est tous... Non, les fautifs, on les connaît. CNews, c'est Bolloré qui a décidé de soutenir Zemmour contre Marine Le Pen parce qu'il était encore plus extrême qu'elle. D'accord? Wow. Et surtout, l'écoute de CNews, qui regarde CNews, qui vote pour le Front National, quand on est dans un pays où l'extrême droite recueille 45%. Faut responsabiliser les gens. Enfin, quand même. Non, mais arrêtez de prendre les gens pour des gamins. Quand on a un discours justement. qui se banalise, quand on crée la peur entre les gens, quand on explique que le seul problème qu'il y a en France, c'est la place de l'étranger qui vient pour manger le pain du français qui n'a pas, etc., et qui se rabâchait sur des télés qui ont quand même une certaine écoute,
Là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on n'est plus dans le débat d'idées, on n'est plus dans la liberté d'expression. Mais c'est la ligne, tu le sais aussi bien, tu es directeur d'une agence de presse. C'est une ligne éditoriale. Et à partir du moment où tu as une ligne éditoriale, ils font la ligne éditoriale qu'ils veulent. La question, c'est pourquoi les gens continuent de regarder. Enfin, il faut responsabiliser les gens. C'est-à-dire que tu peux pas dire que, à un moment donné, c'est que CNews. Mais non, CNews, elle a un cahier de charge. Elle n'a pas une ligne éditoriale, je suis désolé. Mais comment ça, elle a une ligne éditoriale? C'est eux qui ont promu, qui ont fait la promotion de Zemmour, qui ont fait la promotion de Reconquête, qui invitent en permanence les polémistes d'extrême droite. Enfin, franchement, c'est une ligne éditoriale. Et puis c'est pas simplement CNews, c'est mais depuis 20 ans, les idées de l'extrême droite infusent dans ce pays et on ne sait pas quoi faire pour s'y opposer. Et si tu permets, Christophe, regarde, si on va au bout du cheminement de Pierre-Henri, tu parles justement de CNews, mais je m'excuse, mais Éric Ciotti, avant que CNews soit CNews, il avait déjà des idées extrêmes. Quand à un moment donné, il y a Marini qui part au Rassemblement National, faut pas oublier qu'avant, il était à l'UMP. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein de gens qui sont à l'UMP ou qui sont aux Républicains aujourd'hui, qui étaient bizarrement au Front National, qui sont passés chez les Républicains, qui repassent chez Zemmour. Regardez, mais les idées, elles sont là depuis plus de 20 ans. C'est pas la bataille culturelle, nous l'avons perdue. Exactement. Pour l'instant, nous l'avons perdue. Très sincèrement. Regardez le déplacement aujourd'hui du pays qui est véritablement à droite. C'est ça. Et où des idées, il y a 20 ans, auraient été jugées comme scandaleuses, aujourd'hui en droit de citer. Enfin, c'est invraisemblable. Très bien. Je rappelle quand même que Sofiane, CNews est une chaîne qui a effectivement une ligne éditoriale et non pas un cahier de charge. Mais tu peux pas dire n'importe quoi, Sofiane. Il a une ligne éditoriale, comme nous en avons une, comme n'importe quel média dans ce pays a une ligne éditoriale, et on essaie de la faire respecter, effectivement. Mais il y a un truc qu'il faut que vous... Attendez, Sofiane, 2 secondes. Il y a un truc qu'il faut que vous entendiez une bonne fois pour toutes, c'est que CNews est la chaîne d'info la plus regardée tous les matins, tous les jours, entre 9h et midi, et le soir entre 18h et 22h. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Et à partir de là, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, ça marche, et donc il n'y a pas de raison que ça change, c'est tout. Sauf si les gens décident de changer de chaîne. Voilà. Donc il faut boycotter. Non, mais il faut boycotter rien du tout. Il faut boycotter CNews et la contraindre par tous les moyens légaux. Mais non, c'est la majorité qui décide, Pierre, c'est tout. Non. Il y a un cahier des charges effectivement pour CNews et il faut la contraindre. C'est pas un cahier des charges. Un cahier des charges. Oui, pardon, excuse-moi, Sofiane. Vas-y, Sofiane. Vas-y. N'importe quoi. Christophe et nos chers auditeurs. CNews allait regarder par 400 000 personnes. Oui. Dans les meilleurs moments. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est la majorité. Ou alors en France, il n'y a que 400 000 personnes. Sofiane, tu vas pas jouer sur les mots, parce que là, tu joues sur les mots. Le matin, effectivement, quand on parle de 400 000 personnes à cette heure-là, dans cette heure-là, oui, c'est la majorité des gens qui regardent le plus CNews à cette heure-là. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est 400 000 personnes. Mais c'est normal. Pas du tout. Moi, je regarde jamais CNews. Ouais, tu regardes tu fais ce que tu veux, mais la majorité des gens la regardent. Alors, il faut savoir aussi que ceux qui regardent la télé à cette heure-ci. Et il faut saisir une chaîne privée, c'est une chaîne privée qui n'a pas de cahier des charges en réalité, mais elle a été rappelée à l'ordre. Si c'était une ligne éditoriale, personne n'aurait à la rappeler à l'ordre. Bien sûr que si, Sofiane. Bien sûr que si. Tu délires, Sofiane. Mais non. Sofiane, juste pour te dire, CNews est une chaîne privée. D'accord. C'est une chaîne privée qui a signé un contrat, enfin, qui a signé avec l'ARCOM. Avec l'ARCOM, oui. Puisqu'il y a effectivement comment on appelle ça là, une fréquence qui est utilisée, mais qu'il doit se conférer à la loi du 30 septembre 1986 relative effectivement à la communication audiovisuelle, et qu'à partir du moment où la ligne éditoriale est en infraction avec cette loi-là, il y a effectivement ce système de mise en demeure ou de sanction, comme ça a été le cas à plusieurs reprises pour le groupe Canal+,
Et nous y reviendrons après une page de pub, si tu le veux bien. On va pas passer non plus l'émission sur CNews, c'est bon, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, nous on fait ce qu'on veut, et puis c'est tout. Si vous avez pas envie de regarder, vous regardez pas, et puis on passe à autre chose. Et dans un instant, Sofiane, on passe la pub là, tu vois, parce que l'heure à Paris, il est 20 là, il est l'heure de passer la pub. Dans un instant, on va parler d'un événement évidemment important de cette année, c'est la disparition de la... Lidl réélit encore et encore meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Alors vu le temps que ça prend, on va peut-être avancer un petit peu plus vite les amis, parce que là il est déjà 17h23. Pierre-Henri, Tarek Pami, Sofiane Gerbaoui depuis Oran, aujourd'hui en train de bronzer tranquille. Hein, au bord de la piscine. Au bord de la piscine, eh ben bravo, super, Ouais. c'est bien. Merci mon Sofiane. Enver de Santos et Mam évidemment qui se prépare, qui vous écoute. C'est dur pour lui aujourd'hui, hein, je vous le dis. Événement le 8 septembre dernier. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Elisabeth II s'en est allée effectivement, c'était bien entendu quelques semaines où on a évidemment beaucoup parlé de la reine mère Elisabeth II. C'est un événement marquant pour cette année 2022, Pierre. J'ai pas de commentaire à faire sur la reine mère, un monde Pour une est fois. mort. Un monde est mort, vive le monde, voilà. Non, sincèrement, la reine-mère a représenté par la durée de son règne quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, voilà, moi, sincèrement... Voilà, j'ai pas plus de commentaires à faire. Nos amis anglais s'en sont chargés. Oui, Je rajoute derrière juste que quand il a rien à commenter, il commente quand même 1 minute et demie, 2 minutes. S'il devait commenter, je sais pas combien de temps. Et je reprends à la question que vous me posez pas. Sur cette question, moi, je n'ai rien. Non, je n'ai rien à rajouter sur ce point-là, sur la reine. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Enver, sur la reine Elisabeth. Bah, 15 secondes. Moi, ça a représenté quand même une partie de ma vie, puisque ma compagne, paix à son âme, était anglaise. Et c'est vrai moi, je vivais à travers... Ma compagne, paix à son âme. Ma compagne, paix à son âme, donc, qui est décédée, était anglaise. Et justement, la reine d'Angleterre a représenté une grande partie de ma vie. Et ça m'a quand même touché. Ça m'a quand même touché parce que je vivais à travers justement son regard. On a grandi avec, voilà. hein. En fait, on a grandi avec c'est Elisabeth ça, Day. Moi, c'est je ça, suis né, c'est elle ça. était là déjà. Hein. Par exemple, je me souviens que quand par exemple, je disais des choses sur la reine, bah, ma compagne, à un moment donné, elle me tabassait presque. Ah ouais, ouais, ça se voit d'ailleurs. Moi, je me souviens d'un journaliste qui, en 1968, a commenté la visite de la reine à Paris. Il s'appelait Bernard Langlois et qui s'est fait virer de TF1 parce qu'il s'était moqué de la venue de la reine. Alors, chers auditeurs, chers auditrices, il s'appelle Pierre-Henri et il n'a pas de commentaire à faire sur la mort de la reine. Alors, Sofiane Gerbaoui depuis Oran, la mère et la reine Elisabeth II. Alors, deux aspects. C'était quand elle est montée sur le trône, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et après. Ce qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale par rapport je dirais, au fait qu'elle soit restée en Angleterre, alors que tout le monde l'a poussée à partir, etc. Bon, après, effectivement, je ne suis pas anglais, donc j'ai moins d'affinité. Je suis un vrai républicain. J'ai grandi dans deux pays où le républicanisme est un peu chevillé. C'est vrai que les royaumes, les rois, etc., ça ne me fait pas rêver, donc voilà, pas de commentaire particulier. Très bien, alors on va passer directement à autre chose. Juste Christophe, j'essaye de rectifier quand même le caractère Alzheimer de Pierre-Henri, qui vient de citer le journaliste Bernard Langlois. En l'occurrence, Bernard Langlois n'a aucun problème avec la reine Elisabeth II, mais avait un problème avec une autre reine ou princesse, qui était la princesse Grace de Monaco. Et c'est ce qui lui a valu effectivement d'être viré du journal d'Antenne 2 en 1982, au moment de la mort de la princesse Grace. Merci, donc Bernard Langlois n'ayant pas travaillé sur TF1 ou sur Antenne 2. Eh bien, dont acte, parce que c'est exact. Bon, bah voilà. Il y avait le tribunal des flagrants délires. Oui. Et il y a aujourd'hui le tribunal de MAM. Alors, effectivement, alors peut-être que là aussi ça va peut-être moins vous parler, mais quand même ça a été un événement. Vous savez que ça a été l'année la plus chaude que l'on ait connue, 2022, depuis l'enregistrement des prévisions météorologiques
Aujourd'hui en France, on a connu un été très chaud. Il a fait très chaud. Le réchauffement climatique, ce n'est pas que quelque chose que l'on ignore aujourd'hui. Au contraire, il va falloir faire avec, et c'est quelque chose avec lequel il va falloir conjuguer à l'avenir. Sinon, dans les événements de cette année, il y a évidemment ce qui s'est passé à la frontière maroco-espagnole avec ces migrants, 21 morts selon la version marocaine, un peu plus selon différentes ONG sur place. Si quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus. Et puis bien entendu, il y a eu la Coupe du Monde au Qatar que tout le monde a commenté, recommenté évidemment, donc durant tout le mois de novembre, avec une Coupe du Monde qui dans l'ensemble, on peut tous le dire, s'est bien passé pour ce qui est de son attribution. C'était à ce moment-là qu'il fallait gueuler. 240 milliards. C'était à ce moment-là qu'il fallait gueuler, non pas au moment de la Coupe du Monde, et appeler au boycott. D'ailleurs, rappelons le boycott, Pierre. 29 millions de téléspectateurs lors de la séance de pénalty lors de la finale. Donc les boycotteurs peuvent aller bien se rhabiller tranquillement. Mais moi je n'étais pas pour le boycott. Non, mais je dis ça au passage. Oui, parce oui. Que, voilà, mais 240 milliards, on peut réussir un mondial. Oui, comme alors, je ne peux pas commenter ça, comme vous aurez une minute, cher Christophe, j'ai besoin de rendre hommage à 2022. Pour recevoir 2023, c'est quand vous voulez et c'est improvisé. Alors, Tarek Mami, tiens, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Quel est pour vous, alors ça peut être quelque chose de personnel ou quelque chose dans l'actualité, qui vous a marqué cette année 2022? Si je vous pose la question comme ça de but en blanc, quel est l'événement qui vous a marqué cette année? Dans ma vie personnelle, c'est d'avoir pris un mois de vacances. C'est la première fois depuis que j'ai commencé à bosser et ça me donne envie de repartir. Vous êtes tout le temps en vacances, Tarek Mami, arrêtez, vous êtes tout le temps à droite à gauche. Non, mais à droite à gauche, c'est pas les vacances. Oui, oui. Je précise, c'est la première fois où je prends un mois de vacances. Donc ça, c'est sur le plan personnel. Sur le reste, moi, je reste marqué par à la fois la réussite du Qatar, pour l'organisation. 240 milliards, c'est pas la peine de le répéter. J'ai appris la leçon. Et la guerre d'Ukraine, qui pour moi est un traumatisme, dans le sens où il a mis à nu les discours de l'Occident sur le droit de l'homme, sur les peuples, sur tout ce que vous voulez. Et là, même le petit paysan, et c'est pas péjoratif, dans sa steppe quelque part dans le monde, a compris qu'en fait, il n'y a pas de droit de l'homme, il y a le pouvoir du plus fort qui est toujours le meilleur. Et quel est votre souhait pour 2023, Tarek Mami, d'un point de vue personnel ou alors, je vous prends je vous prends 1 minute 30 pour dire, on va saluer tous l'année 2022. Nous allons accueillir la nouvelle. D'habitude, on rend hommage ou on critique celle qui s'en va. Je vais faire donc éthique islamique et éthique protestante. Je considère que ce qui est derrière nous est aujourd'hui derrière nous. Ça va faire valoir le protestant pour vous ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que les protestants dans l'histoire de France ont été le premier à vouloir, j'allais dire, sortir de donneurs d'ordre comme dans l'islam. Donc le pape, le clergé, l'organisation tissu, tu fermes ta gueule. Et donc les musulmans aujourd'hui ont peut-être besoin, et ça n'engage qu'à moi, que d'avoir une démarche à la protestante, c'est-à-dire faire confiance aux hommes pour construire leur avenir, et ils n'ont pas passé leur siècle à parler de ce qui s'est passé à 14 siècles. C'est pour ça que je rapproche ces deux visions du monde dans l'approche spirituelle par rapport à la croyance et à la conviction. Et je reviens donc pour 2023. Je souhaite tout d'abord, et c'est pas qu'une résolution, c'est pas qu'une parole en l'air, que chacun de nous ici, autour de cette table, dans la radio, pour tous ceux que nous aimons, que nous chérissons, que nous côtoyons, qu'ils aient une très belle année 2023, j'allais dire d'un point de vue de la santé. Parce que quand on a la santé, on peut faire plein de choses. C'est vrai. Pour le reste, je souhaite qu'on voit un rayon de paix à l'échelle internationale, donc en Ukraine, parce que nous sommes en Europe et qu'on nous en parle tous les jours, mais aussi et surtout en Palestine, parce que 75 ans, ça suffit, surtout qu'aujourd'hui, nous avons en Israël un gouvernement d'extrême droite. Oui. Et la dernière chose pour la radio, je souhaite que nous puissions tous à continuer à être ensemble, à la développer. Et puis, c'est un secret de Polichinelle qu'en France Maghreb 2 puisse être sur Paris 24 heures sur 24 en FM, ou alors que la diffusion de la radio numérique explose pour qu'on puisse être à notre vraie place, parce que nous sommes tous les 31 décembre frustrés de ne pas voir, j'allais dire, le résultat de ce que nous faisons tous. Et je remercie toute l'équipe de la radio, les présents, les absents, ceux qui sont derrière les écrans et ceux qui sont derrière, j'allais dire, les claviers, parce que
cette radio, comme toutes les entreprises, il faut qu'il y ait une entente globale et totale pour que nous puissions tous être heureux. Un petit mot particulier pour notre MAM. Je ne parle pas, je ne dirai rien sur Christophe. Les auditeurs savent ce que j'en pense. Mais pour MAM, merci de nous donner... moi, je vous donne l'espace de la liberté d'expression et vous nous faites le bonheur tous les jours de nous égayer. Je peux vous dire, ça, c'est pas un secret, mais vous ne le savez pas. Même quand je suis à l'étranger, je ne rate aucune des chroniques. Voilà. Alors, mon cher Enver de Santos, quel est l'événement qui t'a marqué cette année 2022 ? Tous, en fait. D'accord, ouais, super. Tous, parce que c'est surtout une généralité. J'ai l'impression que le monde est en déliquescence. Et pour revenir sur ces histoires de Coupe du Monde, en fait, pour moi, c'est simplement qu'aujourd'hui, le football, c'est une histoire de thunes, en fait. C'est quoi qu'il arrive, c'est une histoire de thunes. Que ce soit la Russie, la France, ou au final, c'est de l'argent. Après, c'est mon avis là-dessus. Mais effectivement, on est en déliquescence parce qu'on parlait tout à l'heure donc de la montée des extrêmes, de Trump à la France, Ciotti, tout ça, tout ce qui se passe. C'est malsain. Et la guerre au Yémen, ce qui se passe en Israël actuellement, franchement, il y a une montée de quelque chose qui ne sent pas bon depuis plusieurs années. Et moi, ce que je souhaite pour 2023 et les années à venir, c'est qu'on se réveille et que peut-être on essaye de changer les choses une bonne fois pour toutes, que ce soit au niveau du climat ou des droits de l'homme. Osons, et voilà, ça fait bizarre, mais voilà, il faudrait peut-être essayer de... Osons. Pierre-Henri. Alors, moi, il y a trois éléments sur lesquels je voudrais attirer votre attention et qui m'ont beaucoup marqué pour 2022. Oui. C'est d'abord le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, qui est porteur d'un espoir extraordinaire. Et puis, quasiment le revers de la médaille, c'est évidemment ce qui se passe en Afghanistan, la nuit dans laquelle sont rentrées les femmes. Et je crois profondément qu'il s'agit là d'une revendication universelle, l'égalité homme-femme, et que ce mouvement extraordinairement courageux, qui est celui de la jeunesse iranienne, des femmes iraniennes, doit être supporté. Deuxième élément, parce que on va parler aussi de notre proximité. Moi, je regrette la course aux armements dans laquelle s'est engagé notamment deux pays qui sont chers à cette radio, l'Algérie et le Maroc, qui consacrent plus d'un quart de leur budget aux armements alors que les populations continuent de souffrir, et que si l'Union du Maghreb arabe était en place, ce serait 3 à 5 points de PIB en plus. Et puis, troisième élément qui m'a beaucoup marqué, c'est les jeunes générations qui travaillent de plus en plus ou qui rêvent de plus en plus de ce que l'on appelle le métaverse, c'est-à-dire cette réalité virtuelle dans laquelle vous pouvez vous acheter une vie, un terrain, une villa, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'interroge véritablement beaucoup. Comment peut-on construire sa vie dans le virtuel? Voilà. Des espoirs. Et pour 2023, évidemment, le meilleur. Pour tous. Pour tout le monde, pour la radio, pour tous ceux qui sont ici, qui constituent l'équipe. Et puis, franchement, un peu plus de citoyenneté pour tous, pour chacun, et pour faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble. Allez, Sofiane Garbaoui, depuis Oran, tes événements et tes souhaits pour 2023. Écoute, le premier événement, c'est quand même, je dirais, l'arrivée de Zemmour sur la scène politique française. Donc pour moi, c'est quand même ça a été un grand choc parce que je savais que la France se droitisait, mais pas à ce point. Et comme je dis toujours, s'il avait été élu président, il aurait été le premier Français d'origine algérienne à être président de la France. Bon, ça aurait peut-être pu rapprocher un peu les mémoires. Le deuxième point qui m'a marqué, c'est la reconnaissance par l'intermédiaire du président Macron du massacre du 17 octobre. Puisqu'il s'est incliné l'année dernière
à la mémoire. Il a rendu hommage à cette population qui a été massacrée un 17 octobre en 61 parce qu'elles étaient sorties crier leur amour de l'indépendance et leur volonté de s'émanciper de la France. Et le troisième point qui, moi, m'a marqué aussi, c'est la rencontre que j'ai faite avec Radio Maghreb, puisque je viens d'arriver il n'y a pas longtemps, et l'accueil qui m'a été fait aussi bien par Tarek que par Christophe, Mam, enfin toutes les personnes qui étaient présentes, avec qui j'ai eu un très grand plaisir d'échanger et avec qui j'ai eu vraiment, j'ai toujours plaisir à échanger. Et j'espère qu'on aura encore l'occasion l'année prochaine de continuer sur cette voie. Maintenant, mes espoirs pour l'année prochaine, c'est comme disait, je ne sais plus lequel d'entre vous parlait de la santé. Parce que cette année, par rapport au Covid, on en a perdu beaucoup de gens. Beaucoup de gens qu'on connaissait, qui nous étaient très proches, sont partis. Et on se rend compte que la santé est un trésor qui est irremplaçable et que des fois, on n'en prend pas suffisamment conscience. Donc voilà, j'espère la santé pour tout le monde. Je crois que tu mets tout le monde d'accord, Sofiane. Voilà, un peu d'argent quand même, parce que ça aide à garder la santé, parce que ça nous évite d'aller voir le médecin, ça nous permet de bien manger, les 5 fruits et légumes, de faire du sport, parce qu'il faut payer quand même les salles, et pour aller dans les salles, il faut prendre la voiture. Donc voilà, tout ça. T'as pas besoin de salle pour faire du sport. Regarde, Pierre-Henri, il va courir au canal de l'Ourcq tous les matins, je peux te dire qu'il fait ses 10 km sans faire du sport. Et moi je marche mes 10 km, il n'y a pas de voiture. Ouais. Merci mon Sofiane. Dans un instant, Mam, on va terminer cette semaine spéciale réservée à FR3 et son anniversaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux jeux et au divertissement de FR3. Venez fêter dans un cadre prestigieux et avec son dîner-spectacle vos fêtes de Saint-Sylvestre et le 31... Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Et c'est vrai qu'on a quand même oublié un événement important. Ça m'a été soufflé par notre ami Ahmed. C'est la qualification historique du Maroc, équipe africaine, en demi-finale d'une Coupe du Monde. Évidemment, c'était jamais arrivé, donc c'était évidemment un événement marquant pour plus d'une personne ici, et magnifique. Bien entendu, ce parcours extraordinaire de cette équipe marocaine qui a fait vraiment un parcours presque sans faute. Dédicace à Tite Melil et à Insba et à Orica. Ouais, voilà, donc c'était un petit événement évidemment important. On n'avait évidemment pas oublié, mais ça nous paraissait tellement évident. Allez, Mam, c'est à toi de jouer. Alors, on continue de parler, d'élaborer FR3. Voilà, effectivement, dans le cadre du 50e anniversaire de la 3e chaîne couleur de l'ORTF, donc ce sera demain, 31 janvier, n'importe quoi, 31 décembre 1972, 31 décembre donc 2022, ça fait bien 50. Nous avons parlé effectivement des magazines le lundi, du cinéma le mardi, de l'information le mercredi, des émissions jeunesse le jeudi, et donc aujourd'hui, ce sont les émissions de variété, jeux et divertissement. Alors, c'est parti donc pour la série de génériques que nous allons commenter au passage. Tournée manège? Pas du tout. Si vous connaissez, vous pouvez le dire. Bon alors, monsieur Pierre-Henri, Alzheimer? Histoire naturelle? Non, c'est pas histoire naturelle. 1975-1985, les petits papiers de Noël. Sofiane, t'as dit quoi? Angélique. Non, n'importe quoi. Bah alors, les deux vieux du Mopetcho. Le petit journal. Non, Arsène Lupin. Ah, ça ressemble à Arsène Lupin, mais en fait, ce sont les jeux de 20 heures. Première apparition sur FR3, le 22 mars 1976. Mais moi, je travaillais, donc je pouvais pas regarder la télé. Ça, franchement. Moi, j'étais étudiant, j'avais pas de télé. Elle a des belles gambettes. Alors, écoutez la réponse, on va vous la donner. Merci Bernard, d'avril 82 à 15. C'est assez facile. Une grande cérémonie. Qu'est-ce qu'il dit, Sofiane? Sacrée soirée. Non, pas du tout. Mais c'est présenté par le même présentateur, aujourd'hui. Garde ta gueule à la récré? Non, n'importe quoi. La cérémonie des Miss France.
Et ça. Facile, c'était les après-midi d'été. La tournée des plages, 40 degrés à l'ombre, Sur répertoire. 1987-1997. on dirait. Ah, je kiffais ce... Ah, ce- grave. Les enfants des livres. Les gens se suivent après. Attention, autre générique. Facile. Est-ce que Pierre-Henri va se débarrasser de sa mauvaise foi? Vous allez le voir dans quelques instants avec une brochette de vainqueurs. Tariq, Enver, Sofiane et Christophe sont les candidats de Question pour un champion. Depuis le 7 novembre 1988, une émission présentée par Julien Lepers. Lepers. Bah, c'était avant. Hein. Ah ouais. Bienvenue sur le plateau de Question pour un champion. Une émission de chansonniers avec un mélange de jeux et d'humour. Yakapa, présenté par Pascal Brunner pendant 2 saisons de mai 1992 à juin 1994. Pascal Brunner qui était un sacré imitateur. Absolument. Mais putain, j'ai demandé à me dire à ma femme, ça c'est tout à fait extraordinaire. Ah, c'est Colombo. Il imitait à la perfection Colombo. Ah, grave. Mais vous passiez votre vie devant la télé. Oui, c'est un enfant de la télé, Enver. Et à l'école, ça allait bien? Ah oui, Parfait. je suis devenu un super consultant en communication grâce à ça. Ouais. Non, mais les parents là qui écoutent, il faut surtout pas prendre au modèle là-dessus. Hein. Rayon X, non? Les gamins. Non, pas Rayon X. Pas Rayon X. Parce que dans 20 ans, là, on va leur poser la question à Radio à France Maghreb 2. Ah non, il est parti dans un monologue, tranquille. Bon, c'est quoi, Bam? Vite, parce qu'on Alors, est en retard. C'est Les Mondes Fantastiques. Les mondes fantastiques, voilà. C'est un dérivé de En route pour l'aventure, qui était une émission fameuse sur la 5. En route pour l'aventure. Et enfin, le dernier générique. Le dernier générique très vite parce qu'on est super en retard. Allez. Il arrive, bah est-ce qu'on y veut en fait hein. Ah oui, c'est vrai, t'as monté. Bah oui, j'ai monté, hein. Moi je peux rien faire. Voilà, il est là. C'est quoi ce truc? Eh ben, je vais le dire tout de suite. Bah oui. C'est facile à chanter. Donc l'émission présentée par Pascal Brunner, 1994, 1999, même avec un petit dérivé jusqu'en l'an 2000 avec Facila, tout court. Voilà. Et puis il y avait cela, mais il y en avait d'autres aussi, mon cher Bam. On n'aura pas le temps. On doit arrêter là. On là. aurait pu dire la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, la carte au trésor, enfin entre plein autres d'autres émissions. Dans un instant, Bam, pour conclure cette émission. Et puis Tarek Mami, j'ai une petite surprise là-dessus. Joyeux réveillon à vous qui adorez célébrer les fêtes de fin d'année ou qui les passez en petit comité. Direct sur France Maghreb 2 pour cette toute dernière partie de cette émission avec, évidemment, je vous préviens, on va dépasser un tout petit peu aujourd'hui, je vous le cache pas. Ah oui, je vous le cache pas. Mais on s'en fout, c'est la dernière de l'année. 2022, évidemment. Alors, Tarek Mami, hier, avait demandé à Audrey Pronosti d'écrire un texte sur l'équipe de France de foot. Ce qu'elle s'est fait, évidemment, elle s'est exécutée. Voici donc le papier de 2 minutes à peine de Audrey Pronosti sur le mondial et l'équipe de France. Athlète et demi-dieu des temps modernes, adulé par la foule qui se prosterne, l'entrée du stade des joueurs de l'équipe de France prédisait presque à chaque fois la victoire des grandes espérances. Brandissant fièrement les 2 étoiles mondiales déjà obtenues auparavant, il fallait gagner la 3e obstinément. Cette Coupe du Monde fut surprenante et déroutante, avec le chemin d'équipe en force et persévérante. Comme les Lions de l'Atlas, ces joueurs marocains qui démontrèrent au monde entier que tout était possible, bien qu'incertain. Aux portes de la finale tant convoitée, ils tirèrent leur révérence comme des rois, face à une France étant motivée par sa foi. Avec un parcours aux 5 victoires et 1 défaite, l'équipe nationale arrivait en finale, le cœur en fête. Les Argentins devenaient le redoutable adversaire qui, eux aussi, convoitaient ce 3e titre stellaire. Alors, le jour du duel final était lancé entre l'illustre Messi, Di Maria et le King Mbappé.
Le coup de sifflet final indiquait égalité, 3 buts partout avec un triplé magique d'un grand numéro 10 français exalté. Au Qatar, les parois du stade de Lusail se mit à trembler face au pénalty de feu et bien affûté. Enfin, l'Albicéleste Argentine vainquit les Bleus sans conteste meilleure et valeureuse. Mais la France, décorée vice-championne du monde, ravit quand même son peuple pieux et fut saluée à son retour place de la Concorde d'un immense accueil chaleureux. Et ben voilà pour ce petit papier donc de Audrey Pronesti qui a écrit son petit texte, bien entendu. Mam, tu as cette lourde responsabilité de conclure et de refermer les portes de l'année 2022 en ce qui concerne le LGF. À toi l'honneur, à toi de jouer, on t'écoute. Merci Christophe pour cette chronique, énième chronique, je n'arrive plus même presque à les compter, qui s'appelle Adieu 2022. Nous voici arrivés à la fin de l'émission et surtout à la fin d'une année riche en événements, mais pauvre en avènements positifs à l'image de la recherche de la paternité de Laurent Premier fight entre Tarek Mami et Pierre-Henry sur la différence entre Clémentine et Mandarine sous l'autorité de Sofiane Gerbaoui de l'European News Agency. Entre la poire et le fromage, les larmes de la Tresca et la mer Noire, nous avons salué la mémoire d'une légende absolue de l'histoire du football. Le roi Pelé s'en est allé, laissant orphelin son Brésil, un destin hors du commun pour l'artiste du ballon rond, dribblant comme la samba, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde, plus de 1000 buts à son actif dans sa carrière, Pierre-Henry venant noircir le portrait du roi, remontant au général de Médicis, et toi Pierre, va là-bas, et laisse-nous en deuil recueillir nous recueillir devant lui, devant sa dépouille, pour saluer son parcours d'exception. Lui, l'enfant pauvre de Santos, noir ébène, a fait passer le football d'un statut de sport collectif à un art, comme le disait Enver, un spectacle éclatant. Chaque type a sa part d'ombre et de lumière. Sofiane Gerbaoui de la Maghrebian News Agency, en direct d'Algérie, qui vénère Socrates plus que Socrate, à chacun sa démocratie. Pelé est né en 1940 et a évolué la quasi-totalité de sa carrière à Anvers, en Belgique. Oh, Fodes. Do à Santos. Oh, mon cher Anvers dos Santos, en français dans le texte, les deux seins à l'envers. Désolé, la pudeur m'interdit de constater en direct si sa poitrine est à l'endroit. MDR. En tout cas, sur France Maghreb 2, même n'importe quoi. Sur France Maghreb 2, non, je ne constaterai pas, il n'y a pas de problème. Non, je ne suis pas, je suis pas homo, donc voilà. Sur France Maghreb 2, même rendre hommage à Pelé est polémique avec le groupe Les Points sur les I. Mami, Gerbaoui, Henry, un seul intrus, Dos Santos, Enver, le dernier brontosaure, c'est l'ami de Pelé et bien plus encore. Pendant ce temps-là, les bombes tombent en Ukraine, ce qui n'était pas prévu par Pierre-Henry, météorologiste d'occasion, de ne pas avoir vu venir les météorites russes de Vladimir Poutine, découverte aux yeux du monde d'un superbe comédien président en la personne de Volodymyr Zelensky, qui s'est mué en « Où est Charlie ?» du pauvre pour tendre sa main, espérant que l'Europe et les Américains lui donnent des joujoux en destruction massive. Zelensky à Cannes, en une de Paris Match, sur les réseaux sociaux, en treillis sans être au combat. En 2023, il sera temps pour lui de retrousser ses manches pour espérer tacler d'un coup de balayette manchette le judoka Poutine. Quand la communauté internationale mettra fin à cette guerre, de telle manière à ce que les bombes russes n'atteignent pas finalement les Ukrainiens, qui seront amenés à porter, bien malheureusement pour eux, des boules Kiev. Oh, joli. Et en parlant de Poutine, parlons de son invité, placé à 36 mètres au long de sa table froide de discussion, Emmanuel Macron, qui a vécu une année